Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Altagile avec Laurine. Bonjour. Apprendre à connaître ses candidats autrement. Donc, on est ravis parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à participer à ce partage d'expérience. Alors, l'idée aujourd'hui, comme on a l'habitude de faire maintenant, parce que c'est un rendez-vous qu'on vous donne régulièrement, nos webinaires experts RH, on va avoir une première partie qui va être, on va dire, plus théorique, plus dans le constat de ce qu'on observe chez Alta Agile et ce que l'on observe de manière plus large sur le monde de l'emploi, puisqu'on se veut aussi observateur de ce monde de l'emploi. Et puis après, on ira un peu plus dans le détail en donnant quelques clés, quelques outils, pourquoi pas même des pistes de réflexion pour vous, recruteurs, pour apprendre à mieux connaître vos candidats quand vous recrutez. On se fixe un timing d'une 30aine de minutes parce que c'est un format qui est dynamique, qui permet de garder un bon rythme. Et puis, on se laisse une dizaine de minutes à la fin pour recueillir vos impressions, pour répondre à des questions que vous auriez. D'ailleurs, si vous avez des questions, il y a un petit onglet à côté de chat qui s'appelle questions. N'hésitez pas à les poser tout au cours du webinaire parce que c'est souvent en parlant d'un sujet que les questions vont venir et puis on les prend à la fin et on reviendra dessus. Voilà, et si tout le monde est OK, on commence et puis on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Pour être encore plus interactif, vous verrez qu'on va lancer des sondages aussi au cours de ce webinaire. On a Émilie avec nous qu'on remercie d'être là et qui lancera ces sondages sur les différentes diapos pour pouvoir prendre la température. Et c'est aussi l'occasion de vous faire une restitution de l'échantillon qu'on a actuellement. Test de recrutement, apprendre à connaître ses candidats autrement. Donc, en première partie, on va tout d'abord faire un état des lieux, constat de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, dans le monde du recrutement. Ce qu'on constate, c'est que 80% des entreprises basent leurs critères de recherche surtout sur le savoir-faire, alors qu'en opposition, 85% des réussites professionnelles sont-elles liées aux soft skills. Donc là, on voit déjà qu'il y a un décalage entre ce qui se passe réellement au sein de l'entreprise, la vie de tous les jours, et puis ce que pratiquent les recruteurs en amont de l'intégration de nouveaux collaborateurs. Il y a vraiment un décalage et nous, on le constate aussi au quotidien dans les entreprises qu'on accompagne dans la digitalisation de leur processus de recrutement. On a un outil qui permet de digitaliser ce process et de proposer différentes sortes d'évaluations, dont la personnalité. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont tout de suite enjouées dès qu'il faut faire passer des tests de personnalité à des candidats. Super, on va pouvoir évaluer les soft skills, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la théorie. Et puis arrive la pratique. Et dans la pratique du quotidien, on constate effectivement qu'il y a un décalage et que dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un recruteur, il faut trouver un nouveau collaborateur pour hier, globalement. Et sur quoi on va se baser pour recruter quelqu'un tout de suite dans l'urgence? Et sur le savoir-faire, parce qu'on ne va pas avoir le temps de prendre en compte les autres critères. Alors aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, Laurine, c'est qu'il y a aussi un côté rassurant. C'est que souvent, on note une démarche vraiment bienveillante et moderne des services RH, c'est-à-dire, oui, on veut baser nos futurs recrutements sur les soft skills, davantage prendre en compte la personnalité, le savoir-être du candidat. Mais les RH sont, dans la plupart des entreprises, des supports des opérationnels. Et là, il y a souvent une confrontation entre l'opérationnel. Alors, si je prends un exemple industriel, par exemple, on a le responsable de prod qui va voir la RH et qui dit « Demain, il me faut un opérateur. L'opérateur, je veux qu'il connaisse cette commande numérique, je veux qu'il ait tel diplôme, je veux qu'il ait tel âge. » Et c'est là où déjà, il y a ce fossé entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. L'idée, du coup, c'est d'essayer d'acculturer au mieux. Alors aujourd'hui, vous, les ressources humaines, mais aussi de manière globale, les opérationnels qui sont amenés à faire du recrutement, parce qu'on va pouvoir le démontrer. Les soft skills et baser ces recrutements sur des critères de savoir-être, c'est un réel enjeu et c'est incontournable aujourd'hui.
Et pour aller encore plus loin aussi, c'est une culture qu'il faut qu'elle s'implémente au fur et à mesure dans l'entreprise et qu'elle en découle sur les différents niveaux hiérarchiques. Mais il faut aussi aller encore plus loin et se faciliter cette mise en pratique d'évaluation des candidats sur les soft skills grâce à des outils qui vont permettre de gagner en efficience. Donc, on va continuer dans le constat. Donc, une étude qui a été réalisée par le blog du modérateur. Donc, les 6 compétences les plus recherchées en 2021 seront l'informatique et la programmation, le leadership, la communication et négociation, la prise d'initiative, la gestion de projet et la créativité. On voit qu'en fait, sur 6 des compétences qui seront le plus recherchées au cours de l'année, 4 sont en fait des soft skills, sont liés au savoir-être direct des candidats. Mais moi, ça ne me surprend pas vraiment, Laurine. Cette étude, elle ne me surprend pas vraiment dans le sens où ce qui compte aujourd'hui et la crise sanitaire que l'on vit prouve encore que des capacités d'adaptation, de créativité sont au cœur même de la flexibilité et de la réussite de nos organisations. On a beau avoir le meilleur ingénieur, si à un moment donné, il n'a pas la flexibilité pour faire du télétravail, pour proposer des nouvelles choses, cette crise nous a aussi montré à quel point les critères de savoir-être sont au cœur des réussites. Et les 2 autres, du coup, compétences qui vont être plutôt basées sur le savoir, donc j'entends la gestion de projet et puis l'autre sur le savoir-faire, ça, c'est directement lié, en fait, aux mutations des différents métiers, l'export de la digitalisation. Aujourd'hui, effectivement, on recrute dans le secteur informatique et programmation. Pourquoi ? Parce qu'on se digitalise de plus en plus et sur tous les process de l'entreprise. Et puis, la gestion de projet, ça peut être aussi directement lié à la crise sanitaire où il faut que, si on travaille à distance, etc., et qu'on a un projet, il faut être en capacité aujourd'hui, de façon autonome, de gérer ce projet, de le mener de A à Z et sans pour autant être au cœur de l'entreprise lié à toutes ces problématiques de télétravail et d'adaptation quotidienne. Donc là, sur l'état des lieux, ce qu'on voit, c'est que concrètement, on ne base pas assez ces recrutements sur les soft skills, on se base encore trop sur le savoir-faire, alors que les compétences les plus recherchées au cours de l'année seront des soft skills. Donc, suite à ce constat, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a peut-être un souci au niveau de notre méthodologie de recrutement et qu'il faut peut-être la revoir dans sa globalité. Et c'est ce qu'on vous présente ici. Alors, le triangle que vous voyez apparaître avec, comme tout triangle avec ses 3 faces, c'est vraiment le cœur de ce que nous on fait chez Altagil avec Softy en l'occurrence, mais la méthodologie qu'on veut acculturer pour simplifier la vie des recruteurs et en même temps pour augmenter la qualité de travail, c'est de se dire finalement, il y a le savoir-faire. Bien sûr, c'est important. On a toujours recruté et le CV d'ailleurs est un outil qui répertorie le savoir-faire du candidat. Soyons clairs, pour la plupart. Le savoir-être qu'il faut développer et le savoir-être sur lequel il faut de plus en plus se baser et aussi le savoir. Et le savoir, on voit que ça peut être les diplômes, le potentiel. Nous, notre théorie, c'est de se dire que ces trois phases sont très importantes et tout aussi importantes les unes que les autres. Clairement, le savoir-faire est hyper privilégié, mais le savoir-être doit l'être sans oublier le savoir. C'est un équilibre. On ne dit pas que le savoir-être doit être le seul critère de recrutement ou le savoir. C'est simplement avoir dans nos têtes, dans notre approche de présélection ou de sélection, simplement ce triangle qui va permettre de créer un bon équilibre sur ces critères décisifs de réussite. Parce que finalement, l'enjeu du recrutement, c'est bien sûr de trouver la bonne personne pour lundi matin ou pour la semaine prochaine, mais c'est surtout qu'il reste ce candidat. Parce que trouver l'opérateur sur commande numérique, pour reprendre mon exemple en industrie, très bien, vous le trouvez, il arrive lundi matin. Vous avez basé votre recrutement sur le savoir-faire, peut-être certainement sous pression opérationnelle. Si on est passé à côté des critères savoir-être et savoir, et finalement, c'est quelqu'un qui va peut-être rester à court terme et donc on va recharger. Alors, le service recrutement, c'est une chose, mais il va falloir reformer quelqu'un, retrouver quelqu'un. Ça va bousculer l'équipe. Peut-être même qu'on aura une période avec un poste vacant. Donc, on aura des tensions. Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et on a trop tendance
dans nos organisations à vouloir trouver rapidement quelqu'un parce qu'il part, parce qu'on a besoin de quelqu'un, parce que c'est tendu, parce que tout le monde est chargé. Et des fois, nous, on invite les entreprises à se dire, faites 3 pas de recul et dites-vous que le candidat qui est le moins pire, comme on entend de temps en temps, c'est peut-être pas pour autant le bon candidat, c'est peut-être le bon tampon pour lundi matin, mais en même temps, est-ce qu'on doit travailler comme ça? Et même pour la personne qui va intégrer l'entreprise, c'est pas lui offrir un projet sur du long terme. Donc effectivement, poser les choses. Donc, effectivement, oui, prendre un peu plus le temps, comme le dit Marion. Et puis, ces 3 critères, savoir-faire, savoir-être et savoir, vous n'êtes pas obligé de les analyser d'entrée de jeu. Dès que le candidat vous dépose son CV, vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous dire, OK, il faut que j'évalue tout de suite. Non, prenez le temps. C'est peut-être des choses qui peuvent être évaluées à différentes étapes du processus. Peut-être effectivement commencer sa base sur le savoir-faire, se dire peut-être que je vais regarder un petit peu ce qu'il a déjà fait, mais ne pas s'arrêter à un savoir-faire précis, se garder sous le coude différents candidats qui pourraient potentiellement correspondre, et ensuite, pourquoi pas, dans un second temps, une fois qu'on a fait sa présélection, évaluer sur d'autres critères comme le savoir, puis le savoir-être. Dès la réception du CV, vous n'êtes pas obligé de tout évaluer, mais progressivement, évaluer les 3 critères qu'on voit sur ce triangle. D'ailleurs, aujourd'hui, 57% des candidats aimeraient avoir un accès à de nouveaux outils comme du CV vidéo, des tests de personnalité pour pouvoir se mettre en avant auprès des entreprises au moment de postuler. Donc, ça met aussi en relation certaines choses de se dire, OK, nous, on en a besoin pour notre entreprise d'évaluer le candidat sur d'autres critères que simplement du savoir-faire, de prendre en compte les trois savoirs, mais sachez qu'aussi derrière, les candidats sont en attente de ça. Ils sont en attente de faire leurs preuves auprès d'une entreprise sur d'autres critères qu'un bout de papier, une liste d'expériences et de compétences notées en liste. D'ailleurs aussi, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que baser sa méthodologie uniquement sur du savoir-faire, effectivement, c'est répondre à un besoin à un instant T. Mais il faut avoir en tête aussi que d'ici 2030, on ne connaît pas encore 40% des métiers qui existeront dans 10 ans. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on va peut-être recruter sur du savoir-faire, mais peut-être que mes collaborateurs, là, dans 5-10 ans, je pourrais plus en faire grand-chose, entre guillemets, parce qu'en fait, ils n'auront pas su évoluer, prendre le virage. Il va y avoir un problème d'obsolescence des compétences un peu plus tard. Et du coup, il faut anticiper tout ça et puis, du coup, ne pas se baser uniquement sur ce critère d'expérience, compétence. Mais c'est vrai que l'obsolescence des compétences, elle s'accélère par rapport à la digitalisation, la révolution digitale qu'on est en train de vivre. Et cette obsolescence des compétences, on est obligé de la prendre en compte aujourd'hui quand on recrute quelqu'un, parce qu'il y a 20 ans, on recrutait, par exemple, sur un poste quel qu'il soit, on savait que peut-être que ça allait évoluer, mais le temps que ça se mette en place, aujourd'hui, on le voit à tous les niveaux des organisations, ça va très vite, on change souvent d'outils, on change souvent de méthodologie, et c'est là où finalement le savoir-faire a de moins en moins de poids, et nous on est persuadés que dans les années qui viennent, le savoir-faire sera un critère quasiment secondaire. Par rapport à tout ça, justement, et pour mettre en œuvre cette méthodologie, on va vous proposer en 3 points de voir comment est-ce qu'on peut évaluer le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Donc, on va commencer avec comment évaluer le savoir-être. Alors, le savoir-être, ce sont des soft skills, autrement appelés les soft skills. Une des options pour une évaluation digitale de surcroît des soft skills, ce sont les tests de personnalité. On a mené une enquête Softy puisqu'on commercialise, comme vous le savez très certainement, un outil de recrutement, un logiciel de recrutement qui prend en compte le savoir-être avec des tests de personnalité intégrés. On a interrogé plus de 600 candidats. 92% d'entre eux préfèrent passer un test de personnalité que de fournir une lettre de motivation lors d'un process de recrutement. Pour moi, il y a un vrai signal. On s'en doutait un peu, honnêtement, quand on a lancé ce sondage-là, mais on ne pensait pas du tout avoir ce chiffre. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les générations Y puis Z
elles sont hyper connectées, elles ont besoin de sens. Et en fait, on leur dit, pourquoi vous préférez passer un test de personnalité? Parce qu'on s'intéresse à moi, parce que ça veut dire que je suis en train de postuler dans une entreprise où je vais être recrutée pour ce que je suis moi et qu'on a vu à travers ce test de personnalité. La lettre de motivation, vous savez, il y a des modèles sur Internet, on les prend, on les copie, une fois sur deux, même on voit bien nos recruteurs que les variables ne sont même pas changées. Et puis voilà, ce n'est pas sur une lettre de motivation qu'on va se différencier. Par contre, sur un test de personnalité, je peux me différencier. Et là, je trouve que c'est un vrai signal fort que de dire, ils sont prêts. Et on a longtemps entendu des entreprises dire, nous, on aimerait bien voir une autre présélection de candidats, mais ce n'est pas facile de demander à des candidats de passer des tests de personnalité au moment de la présélection. Dites-vous que ça, c'est des fausses idées. Parce que c'est valorisant en termes d'image employeur, parce que ça prouve que vous êtes rentré dans une vraie démarche. Et puis, c'est valorisant pour le candidat qui se dit, là, je vais pouvoir me différencier et me démarquer avec autre chose. Et sur ce point-là, les tests de personnalité, il en existe plusieurs. Nous, on travaille avec un test de personnalité qu'on a développé, que l'IRP a développé. Donc, l'IRP, c'est l'Institut de recherche psychologique. On travaille avec des Canadiens à Montréal pour la simple et bonne raison que les Américains, de manière globale, sont en avance, on pourrait dire, sur leur méthodologie et sont les experts d'évaluation du capital humain, d'où le fait qu'on soit rapproché d'eux. Donc là, on vous présente un exemple de ce test. Pour être tout à fait objective, et je tiens à rappeler qu'il existe différents tests de personnalité sur le marché disponibles par différents éditeurs, mais en gros, la base qu'on appelle Big Five, donc l'évaluation des grands traits de personnalité, est toujours à peu près la même. Après, c'est l'interprétation et ce sont les critères qu'on livre qui vont être différents. Poser 100 ou 150 questions aux candidats, ça prend 12 minutes. Et on peut obtenir ce type de résultats. Donc là, par exemple, on vous propose ce qu'on obtient avec notre test, un indice des 8 grandes compétences. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec les chercheurs de l'IRP. Ce sont des compétences génériques, mais on travaille avec plus de 80 entreprises aujourd'hui qui ont changé leur vision de la présélection. Et c'est là-dessus qu'on a que notre accompagnement il donne vraiment du sens. Parce que quand on recrute un manager qui, sur le CV, fait preuve de 5 ou 7 ans de management, qui a fait une école de management et qui veut être manager, mais sur la capacité, sur la compétence naturelle lors du test de personnalité, on obtient sur la première ligne mener, décider très faible, ça fait réfléchir 3 minutes. Et ça arrive, je peux vous le garantir. Quand on recrute une assistante et pour qui organiser, exécuter, c'est très faible, on peut réfléchir aussi. Interagir et communiquer de la même manière. On voit en fait que ce test de personnalité, on part de la personnalité, donc c'est intrinsèque, le candidat répond pour lui. Et avec des regroupements, des algorithmes, on arrive à sortir des compétences de projection. Donc aujourd'hui, on fait du prédictif. La projection des compétences de l'individu dans l'entreprise. Alors attention, si vous cherchez des candidats qui sont très élevés partout, ça n'existe quasiment pas. Mais il faut adapter son besoin au candidat. Et à partir de là, on va arriver à avoir des candidats, épanouis parce qu'ils sont dans leur zone de confort, ils sont bien, ils sont dans leur naturel et performants parce qu'ils sont dans l'attente des compétences nécessaires pour répondre au poste. Donc voilà, là on voulait vous montrer un outil qu'on a à disposition dans Softy et qui permet de travailler sur l'intégration des soft skills dès le process de sélection et de recrutement. Aujourd'hui, on le voit, donc là, il y a beaucoup de candidats qui seraient friands, qui auraient envie de passer un test de personnalité et qui préfèrent ça comme process plutôt que de passer, que de fournir une lettre de motivation à l'entreprise. Mais dites-vous que ça va être quelque chose qui va vous aider à mieux préqualifier les candidats, mais ça rayonne aussi jusqu'à votre marque employeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant pour les candidats que de se dire, moi, cette entreprise,
elle me donne ma chance, elle me fait passer un test de personnalité. Dites-vous que, alors c'est bénéfique pour vous, pour préqualifier, pour mieux recruter, pour trouver d'autres profils, mais que les candidats vont se dire aussi, ah ben voilà, enfin une entreprise qui s'intéresse à nous pour ce qu'on est et pas uniquement pour toutes les lignes qu'on a pu rajouter sur notre CV. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est hyper valorisant. Dites-vous que ça rayonne du coup jusqu'à la marque employeur et que ça impacte positivement l'image de votre entreprise aux yeux des candidats. Donc, on vous parle de tests de personnalité. Effectivement, Marion l'a cité, a expliqué que là, nous, on travaillait avec l'IPLC, mais qu'il y a d'autres tests qui existent. Il y a d'autres éléments également qui peuvent vous permettre d'évaluer la personnalité de vos candidats. Donc, test de personnalité, bien évidemment. Des questionnaires de valeur aussi, pourquoi pas. On a des clients qui font ça, qui recrutent en fait beaucoup de collaborateurs et qui en fait leur font passer un petit questionnaire. Donc à tous les candidats qui postulent, ils leur posent quelques questions sur quelles sont vos valeurs au travail, qu'est-ce que entre deux situations, qu'est-ce que vous priorisez. Ça permet en fait de poser des questions au candidat sur qui il est. Alors, on n'est pas sur des tests scientifiques, mais c'est juste connaître un petit peu plus ces candidats. Quelles sont les causes qui leur tiennent à cœur? Quelles sont les valeurs qu'ils recherchent au sein d'une entreprise? Quelles sont les attentes envers leur futur manager? Voilà, ça permet aussi de questionner un petit peu le candidat sur ce qu'il attend de l'entreprise, sur ce qu'il souhaite et puis sur ce qui le touche lui. Donc, c'est pas scientifique, mais ça permet d'avoir d'autres éléments de connaissances sur ces candidats plutôt que la classique liste de loisirs indiquée sur un CV. Laurine, je me permets de faire une parenthèse. Il y a Émilie qui vient de lancer les sondages en vous demandant si vous seriez prêt à faire passer des tests de personnalité à vos candidats et comment vous évaluez le savoir-être de vos candidats. Je te laisse continuer, excuse-moi. On vous invite à y répondre pendant que je continue de dérouler. Donc, il y a des tests de personnalité, des questionnaires de valeur, mais ce qu'on peut faire passer aussi à ces candidats, alors là, après, ça implique certains moyens ou une certaine organisation, mais des escape games, ça se fait beaucoup. Voilà, réagir sous la pression, capacité d'analyse et d'interprétation. Pourquoi pas des jeux de rôle aussi. Donc ça, les jeux de rôle, ça peut se faire et puis ça peut s'organiser même à distance aussi. Faire une immersion dans l'entreprise. Donc là, pour évaluer le savoir-être, on fait venir le candidat une demi-journée, pourquoi pas, et puis on le fait tourner dans le bâtiment, et puis on lui présente ses potentiels futurs collaborateurs, et puis on voit comment se passe cette immersion au sein de l'entreprise. Si au niveau de son savoir-être, est-ce que ça match avec les autres collaborateurs avec qui il peut être amené à travailler? Est-ce que dans le cadre d'un travail en équipe, il est en mesure de répondre aux attentes? Voilà, ça permet de savoir comment le candidat pourrait se comporter au sein de votre entreprise. Là, vous l'invitez, sur une demi-journée et ça vous permet déjà d'avoir un bon aperçu des qualités humaines du candidat. Ce qu'on peut faire passer aussi, ce sont des entretiens vidéo différés. Par exemple, je recrute un commercial et puis aujourd'hui, je vais leur faire un entretien vidéo différé, c'est-à-dire que je leur explique qu'il va falloir se présenter en 30 secondes et puis en 1 minute, être capable de me vendre le produit qu'ils seront amenés à commercialiser s'ils rejoignent notre entreprise. Ça peut être un bon test pour voir si le candidat, le futur commercial, est en capacité aujourd'hui de se vendre et puis pourquoi pas de commencer à se projeter et puis à essayer de vendre les produits qu'il devra commercialiser demain au sein de votre entreprise. Clairement, si on recrute un commercial, un vendeur secteur, un responsable réseau et qui n'est pas capable de se présenter en 2 minutes et de commencer à amorcer un processus de vente, on peut peut-être se poser les questions. Si on voit que la personne est un peu trop introvertie, qu'elle n'est pas à l'aise à parler à d'autres personnes ou face à une caméra, ça peut être potentiellement problématique pour le futur. L'idée, en fait, des outils qu'on propose et qu'on a répertoriés sur l'évaluation du savoir-être, c'est tout ce que vous ne verrez pas dans le CV, en fait, pour faire une synthèse. Et on a 94% des personnes qui sont présentes aujourd'hui qui disent qu'ils seraient prêts à faire passer des tests de personnalité à leurs candidats. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et puis, on a 68% des recruteurs qui nous disent qu'ils évaluent le savoir-être au cours de l'entretien et seulement 32% donc avec des tests. Tests ou autres, ça peut être aussi d'autres choses, mais c'est vrai que s'ouvrir
à des nouveaux moyens de sélection, ça peut être intéressant. Donc là, on vient de voir le savoir-être. On passe donc au savoir. Savoir, c'est quelque chose qui est assez polémique et qui, en France, puisqu'on fait partie des pays de recruteurs pour qui le diplôme est encore important. Alors, on voit que 59% des employeurs disent que le diplôme n'est pas un critère essentiel, mais on sait qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la vraie vie, le critère diplôme est encore un critère très important. On va avoir tendance à se rassurer avec un diplôme avant d'aller voir le savoir-être ou les compétences naturelles. Donc, on est sur ce volet savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est le potentiel. Donc, le potentiel, pour le connaître, il y a différents critères. Le diplôme peut en être un. En effet, avoir un diplôme d'ingénieur, ça doit garantir un niveau et une validation d'acquis. Mais on a aussi toutes ces personnes, on en connaît tous dans notre entourage, où on se dit « Waouh, c'est quelqu'un d'intelligent, bon, l'école, ce n'était pas pour lui ». Le système scolaire tel qu'il est fait et tel qu'on doit éduquer au cours de la formation éducative, il n'est pas fait pour tout le monde et ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas eu leur bac ou qui n'ont pas eu un bac +5 n'ont pas un potentiel et donc une intelligence qui doit être valorisée. Alors, au niveau du recrutement, mais je fais une parenthèse sur la mobilité interne parce que souvent, quand on doit faire sortir un manager d'une équipe, on va aller justifier avec un critère de diplôme. Or, ce n'est pas forcément le meilleur gage de réussite. Aujourd'hui, on travaille, nous, avec un test toujours de l'IRP qui s'appelle le QRP. Le QRP, en fait, il va mesurer la capacité de raisonnement de la personne, son habilité à faire des liens logiques avec les mots, les concepts et le raisonnement mathématique. En fait, on prend en compte les aptitudes verbales numériques. Et c'est là où on se rend compte qu'on arrive à mesurer la capacité de l'individu à comprendre et à retransmettre une information. On va mesurer le raisonnement global, d'accord? Comme le dit l'IRP, ça permet de confirmer des aptitudes réelles et non liées à l'obtention d'un diplôme et de les comparer objectivement. Faire passer des tests de potentiel, on a pas mal de clients qui le font maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toujours une réticence. Alors en plus, plus on est sur une population de candidats diplômés, plus peut avoir une réticence. Mais ça permet aussi de dire il n'y a pas de discrimination. Les tests, c'est clairement des éléments antidiscriminants. Parce qu'on va se baser sur de l'objectif. C'est-à-dire que tu aies le BTS ou le diplôme d'ingénieur, que tu habites ici ou là, finalement, le potentiel étant important pour nous, la capacité de raisonnement, on va se baser là-dessus. Et ça, c'est un vrai critère qui est, à mon sens, pas assez utilisé en France, qu'il est beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique parce que dans beaucoup d'entreprises américaines, le premier critère de recrutement, ça va être ce test, le QRP, mais en même temps, ça ne me paraît pas fou non plus. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que dans le cadre justement d'une mobilité interne, dans le cadre d'une évolution dans un milieu professionnel, ou alors si on recrute un collaborateur et on sait qu'en fait son métier est en plein boom, en pleine évolution, typiquement aujourd'hui on recrute un développeur. Aujourd'hui un développeur il va coder sur tel langage, mais d'ici peut-être 1 à 2 ans, il devra peut-être coder sur un autre langage. Et si sa capacité d'apprentissage, son potentiel ne lui permet pas d'apprendre au sein d'une même entreprise un nouveau langage pour du développement informatique, ça risque aussi d'être un frein. Donc, dites-vous que sur des postes où la technologie, où le métier évolue sans cesse, ou si on souhaite faire évoluer un collaborateur vers de nouvelles missions, peut-être qu'avant toute chose, il serait peut-être intéressant de lui faire passer un test de potentiel pour voir s'il a les aptitudes naturelles à emmagasiner de nouvelles compétences et puis de pouvoir s'adapter dans un nouvel environnement professionnel. Aujourd'hui, donc là, on vous parle du test QIRP proposé par notre partenaire l'IRP, mais à savoir qu'il y a d'autres tests qui peuvent aussi évaluer, bien sûr, le potentiel de vos candidats.
Le potentiel, donc effectivement, il peut être évalué par des tests de potentiel, donc comme le QRP, comme on vient de voir, il y en a d'autres. Et puis après, effectivement, pour certains métiers, ça peut être corrélé au niveau de diplôme à certaines certifications ou formations. Effectivement, si je recrute un médecin ou un infirmier qui n'a pas le diplôme, mais qu'il a un super potentiel, bah oui, mais il n'a pas le diplôme. Donc forcément, il y a certains savoirs qui vont être essentiels. Il y a des métiers pour qui le diplôme est prérequis et on le sait. Mais attention, et c'est là où on a eu un client qui nous a fait une démonstration assez intéressante. Il devait recruter un ingénieur à tel niveau, donc le diplôme était prérequis par rapport au poste. Mais l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il s'est retrouvé avec des ingénieurs qui avaient des potentiels très faibles. Donc là, voilà, il faut avoir connaissance de ça. Et dites-vous que le test de potentiel, ça peut être intéressant dans le cadre de certains métiers où il y a besoin de compétences transverses, où on n'a pas besoin d'un diplôme et d'un savoir-faire très précis. Voilà, des métiers de management, voilà, des métiers de commerciaux, de responsables. Voilà, il y a des choses qui peuvent être où on peut l'apprendre entre guillemets sur le tas avec de l'accompagnement, bien sûr. Mais si de base on a un potentiel, eh ben on n'est peut-être pas obligé d'avoir un bac+5 d'une super école de commerce pour faire un très bon manager. Peut-être qu'une licence ou un BTS peut suffire si derrière, on a le potentiel pour emmagasiner de nouvelles connaissances et puis de se débrouiller, de pouvoir avoir de nouvelles connaissances par le biais de formations ou de certifications qu'on devrait passer dans le cadre de l'exercice de ce nouveau métier. Mais dites-vous que l'évaluation du potentiel est effectivement perçue tout de suite de manière très péjorative en France, mais on ne souhaite pas forcément catégoriser les gens, c'est juste plutôt lever le voile du diplôme pour s'ouvrir à d'autres potentiels. Donc là, on a vu savoir-être et savoir. Il nous reste donc le savoir-faire. Le savoir-faire, le savoir-faire, c'est le cœur du recrutement depuis toujours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je cherche quelqu'un qui sait, souvent d'ailleurs on dit ça, les opérationnels disent, il me faut quelqu'un qui sait vendre des fenêtres, il me faut quelqu'un qui a du savoir-faire. Et on ne va pas se mentir, le savoir-faire, c'est un critère très important aussi. On ne va pas recruter un développeur informatique qui ne sait pas se servir d'un clavier, évidemment. Pour 78% des recruteurs, l'expérience et le parcours du candidat sont très importants. Et c'est normal, ça fait partie de l'histoire du candidat. Son expérience et son parcours ont développé son savoir-faire. Donc, on va pouvoir, pour évaluer le savoir-faire, voir différents critères. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de savoir-faire, on va parler de compétences, notamment techniques, et que les compétences qui se renouvelait en 1987 une fois au cours d'une carrière. Vous alliez travailler 40 ans dans les années 70, une fois, il allait falloir revoir des compétences. Aujourd'hui, nos compétences, elles vont évoluer 8 fois sur une vie professionnelle. Donc, comme on l'a souligné depuis le début de notre échange, le savoir-faire, c'est important pour avoir quelqu'un qui est performant rapidement, qui répond aux besoins immédiat de l'entreprise, mais attention, ces compétences doivent être mises à jour régulièrement et elles doivent être renouvelées. Et ce n'est pas le savoir-faire qui garantit la réalisation du bon savoir-faire de demain. Si vous nous avez bien suivis, c'est le savoir-être et le savoir qui garantissent qu'on arrive à renouveler son savoir-faire. Donc, c'est là tout l'enjeu de combiner ces critères. Pour évaluer justement le savoir-faire qui aujourd'hui a sa place à part entière, mais dans le cadre d'une méthodologie plus globale. Donc là, pour évaluer ce savoir-faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, on va pouvoir se baser sur l'expérience, sur le nombre d'années au sein d'une entreprise, bien sûr. Mais peut-être, pourquoi pas, faire passer des tests métiers, des tests compétences. Aujourd'hui, par exemple, on recherche, je ne sais pas moi, un ou une assistante commerciale et on a des personnes qui sont plus assistants comptables ou assistants administratifs qui postulent.
Ben pourquoi pas leur faire passer un test métier ou un test connaissance, même si elles n'ont pas le job exact dans leur expérience, mais peut-être qu'elles ont des connaissances du métier d'assistant commercial et du coup, peut-être qu'elles vont avoir certaines compétences qu'elles auront développées au cours de leur vie professionnelle, mais c'est pas mentionné noir sur blanc sur leur CV. Ça permet de s'ouvrir un petit peu. Voilà, test de compétences, ça peut être aussi faire passer un questionnaire de français orthographe, voilà, pour vérifier que la personne ne fasse pas 15 fautes par mail si elle doit s'adresser à des clients ou des prospects. Faire passer un questionnaire d'anglais. Voilà, si on a besoin de quelqu'un qui a des notions d'anglais, pourquoi pas lui faire passer un questionnaire d'anglais pour vérifier qu'il a les bases requises. Mais pas forcément. C'est vraiment sur la compétence. La compétence, le savoir-faire, en effet, Laurine. Les langues, le langage informatique, le test de compta, c'est le savoir-faire. Mais pas forcément se dire il faut la bonne expérience. Peut-être que voilà, on va avoir d'autres expériences annexes dans sa vie personnelle. Peut-être que moi de métier, je suis par exemple boulangère, mais que à côté de ça, dans l'association de mon quartier, je suis trésorière et puis que j'ai des notions de comptabilité. Donc là, ça permet aussi de se dire, de faire passer des tests de compétences, de vérifier que les candidats vont avoir certaines compétences qui sont pas forcément corrélées à l'expérience même qu'ils ont eue au sein d'une entreprise, mais qui peut être alimentée par leur vie personnelle, parce qu'ils ont connu, parce qu'ils se renseignent, qu'ils s'auto-forment aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi d'autres choses que des tests métiers ou des tests compétences. Ça peut être aussi des mises en situation. Donc là, vous faites une mise en situation sous forme un petit peu comme un jeu de rôle à votre candidat pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il sait faire dans le cadre du métier. Ou alors, pour aller un peu plus loin, une étude de cas. Voilà, si on recrute certains, je ne sais pas si vous recrutez un business manager, voilà, vous lui faites faire une étude de cas dans le cadre d'une entreprise à tel projet, comment je vais pouvoir me positionner pour vendre mes produits. Ça permet d'analyser autrement qu'à la lecture d'un CV le savoir-faire, les compétences techniques d'un candidat et pourquoi pas de pouvoir s'ouvrir à d'autres potentiels que ceux qui doivent avoir le job exact, qui connaissent le logiciel et qui connaissent déjà aussi le secteur d'activité tant qu'on y est. Il y a Émilie qui vient de vous demander par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, si on reprend les trois phases du triangle qu'on a parlé, tests de personnalité, test de potentiel et test métier pour le savoir-faire, quels sont les tests que vous seriez prêts à faire passer à vos candidats? Donc, on vous laisse répondre à Émilie. On vous fait un retour immédiatement. L'avantage aussi des tests métiers et des tests compétences, c'est que vous pouvez créer les vôtres. Vous n'êtes pas obligé de prendre des choses qui sont standards. Au contraire, le plus intéressant pour le candidat, ça va être de créer vos propres tests métiers ou compétences par rapport à vos problématiques à vous, par rapport à votre secteur d'activité ou au logiciel que vous utilisez, à la configuration de vos locaux, etc. Voilà, ça permet vraiment au candidat d'avoir comme une espèce de petite immersion au sein de votre entreprise. Et puis, vous, derrière, ça vous permet de savoir si ça match ou pas par rapport à ce que vous répond le candidat sur vos problématiques métiers à vous. Moi, j'ai une super nouvelle, Laurine, c'est que je crois que les 3 phases de notre triangle ont convaincu notre auditoire puisqu'on a des réponses qui sont très, très homogènes sur test de personnalité, test de potentiel et test métier. En gros, ils sont notre auditoire du jour est prêt à faire passer quasiment tous les tests de manière équivalente. Et ça, c'est chouette. Et ça veut bien dire qu'il est hyper important de valoriser savoir-être et savoir-faire. Selon les postes, évidemment, on va se dire, comme tu le disais, Laurine, je recrute un médecin. Bien sûr que le savoir par le diplôme de médecin et le savoir-faire est important, mais on ne doit pas négliger le savoir-être. Un médecin qui n'a aucune empathie, qui n'est pas fiable, mais ce n'est pas un bon médecin dans tous les cas. Donc, notre modèle et notre théorie sur notre triangle, elle doit être mise en place dans tous les recrutements et à quel que soit le niveau de métier. Mais ajustée, en effet, on doit ajuster le poids, on doit pondérer ce triangle selon le poste. Pour ce faire, on revoit notre chouette triangle. Je veux simplement vous dire un mot avant d'échanger avec vous sur vos questions et puis qu'on puisse avoir votre retour. Sur notre logiciel qui s'appelle Softy, qui est un ATS, Applicant Tracking System. Donc, c'est un logiciel de recrutement qui aide les recruteurs à digitaliser, à mieux recruter en créant leurs annonces, en multidiffusant leurs offres.
et surtout en permettant de présélectionner des candidats en prenant en compte la personnalité, le diplôme, l'expérience et la localisation. C'est-à-dire qu'on a un algorithme dans notre logiciel de recrutement où on est les seuls à prendre en compte, en gros, notre méthodologie triangle qui est appliquée dans un outil d'aide au recrutement. Donc voilà, donc on sait que nos clients, selon les métiers qu'ils recrutent, et ben dans l'algorithme qui est pondérable, c'est magique, ils peuvent mettre un poids plus important sur le diplôme, sur la personnalité, et dès le début de la candidature, ils vont avoir des critères de sélection de candidats qui sont beaucoup plus objectifs que s'ils avaient comme base de sélection uniquement le CV, parce qu'ils auront d'autres critères et ça leur donnera une vision à 360, comme on dit dans leur recrutement, pour faire le bon choix dès le départ. L'avantage… Je vais poser une dernière question, à savoir, est-ce que vous voulez en savoir plus sur cet outil ? Laurine, excuse-moi, je t'ai coupé. L'avantage en fait d'avoir ce type d'outil, c'est qu'effectivement on peut d'emblée évaluer le candidat sur des critères objectifs, sur personnalité, diplôme, expérience et mobilité. Mais c'est aussi que vous puissiez évaluer donc ce savoir-être, savoir-faire à différentes étapes de votre processus. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, peut-être que oui, je veux me baser sur le savoir-faire, mais après sélection, shortlist, et ainsi de suite, je puisse demander à mes candidats, dans un second temps, une évaluation de leur savoir-être. Si ça match, OK, étape suivante, on évalue le savoir. Voilà, vous pouvez tout demander d'un coup et avoir d'emblée une vision à 360, effectivement, comme tu le disais, Marion, de vos candidats. Ou alors, y aller étape par étape pour ceux qui sont un peu plus frileux et pour les postes à qui ça fait beaucoup demander d'évaluer tout de suite les trois traits de notre triangle. On commence par évaluer le savoir-faire, effectivement, parce qu'on a réceptionné un CV de façon classique, mais on s'ouvre un petit peu. Et puis, dans un second temps, on fait passer un test pour évaluer le savoir-être. Si ça match, dernier test, savoir. Et puis ensuite, on couvre comme entretien, on embauche et c'est tout bon. On pérennise son recrutement. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions, d'échanger avec vous. Pour les personnes qui nous ont sollicité et nous disent qu'ils sont intéressés pour en savoir plus sur l'outil, aujourd'hui, voilà, on veut vraiment rester dans la méthodologie, donc on va pas aller plus loin dans Softy. Laurine ou Mathilde vous recontacteront par mail parce qu'on organise la semaine prochaine, me semble-t-il, une présentation de l'outil. Ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. On vous présente les fonctionnalités, donc on vous invitera à venir. Et puis, si vraiment vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail ou aller sur notre site internet recrutement.softy.pro et là, on vous recontactera et on prendra un moment avec vous. Les questions, on n'en a pas eu beaucoup. Alors j'espère qu'on a été clair. On a Maggie qui nous demande comment évaluer de manière fiable, un potentiel. Maggie, c'est chez nous et chez d'autres éditeurs, ça s'appelle un test. Alors nous, c'est le QRP, c'est un test de potentiel, un test cognitif où, comme je l'expliquais, on va poser des questions numériques verbales aux candidats pour mesurer ce qu'on appelle le facteur G de manière psychométrique, c'est-à-dire la capacité à raisonner, à comprendre, à apprendre, et ça nous donne un résultat sur le potentiel intellectuel du candidat. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On va attendre un peu avant les… voilà, vous laissez le temps de poser vos questions, mais il y en a. Vous pouvez aussi, avant de nous quitter, parce que malheureusement, au moment des questions, on sait qu'il y a pas mal de gens qui nous quittent, nous faire un petit retour, nous dire si ça vous a intéressé, voilà, si c'était trop court, si c'était trop long, comme ça nous aide. Nous aussi, on a besoin de vous, d'avoir un retour d'expérience de l'autre côté de l'écran pour vous proposer des webinars sur des sujets qui vous intéressent et sur des formats qui vous correspondent au mieux. Ok. N'hésitez pas à nous suivre donc sur nos différents réseaux sociaux aussi. Vous nous retrouvez sur LinkedIn essentiellement sous Softy ou Altagile. Également, Marion et moi, en plus des webinars et puis de l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients au quotidien sur le volet recrutement, on anime également une émission qui s'appelle La 6e patte qui donne donc des conseils au RH, aux recruteurs. N'hésitez pas
à nous suivre aussi sur la 6e patte, sur YouTube et puis sur LinkedIn pour être au fait. Ce sont des petites vidéos de 2-3 minutes. On vous donne 2-3 tips à chaque fois pour améliorer vos process de recrutement. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser des commentaires. Et puis, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas. On est à votre disposition et puis au plaisir d'échanger avec vous prochainement. J'ai un dernier petit mot parce que dans les commentaires, je reconnais Sophie, Nathalie, Catherine, Virginie, beaucoup de nos clients. Donc, un petit mot pour nos clients. On compte sur vous pour bien utiliser les tests. Vous êtes équipés de Softy. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas respecter la méthodologie du triangle et on veillera au grain. Donc, voilà, c'était le petit clin d'œil à tous nos clients qui sont aussi parmi nous en ce moment. Merci beaucoup. À bientôt et puis rendez-vous pour notre prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir.